Ce que je vous présente, comme je disais, c'est le travail qu'on a fait de veille sur des projets qui ont été mis en place, en fait. Comme Gérard disait avant, dans l'urgence. L'idée, c'était de voir comment l'urgence ou comment un contexte auquel on n'est pas habitué peut amener différentes formes d'innovation, peut amener différents types de projets. On sait, puis aussi quelques mots sur le contexte de cette veille-là. On s'était fait arrêter plein de projets de recherche, hein, parce que nous, en tout cas, on travaillait beaucoup avec des enquêtes, avec des entrevues, puis tout ça, on ne pouvait plus aller directement sur le terrain. Donc, on subissait un peu cette pandémie-là. Alors, on s'est dit, on va faire de la recherche sur la pandémie. Donc, d'où les deux présentations qui vont suivre. Et donc, on a mis en place un projet de veille qui s'est vraiment mis en place en même temps qu'on le faisait. Donc, ce n'était pas un processus qui était parfait, mais on avait là une belle occasion, je crois, de pouvoir explorer les impacts de la pandémie sur la ville, sur la façon qu'on aménage la ville, mais aussi sur les façons qu'on peut changer l'expérience, en fait, de différents espaces dans la ville, des espaces publics notamment. Donc, la liste des étudiants qui ont collaboré puis qui ont participé au projet est là. La présentation, c'est assez simple. Là. Je vais vous présenter un peu le contexte, le projet qui s'est mis en place, comment on s'y est pris, quelle méthodologie on a développée, les principaux résultats, puis quelques perspectives qu'on a pu sortir, qu'on a pu développer. Ça aussi, c'est une série de photos qui ont été mises en libre accès pendant la pandémie sur Montréal et ailleurs au Canada. Donc, c'est aussi très, très intéressant de voir la ville, en fait, dans ces circonstances-là. Donc, la pandémie est arrivée il y a plus de 2 ans, puis a forcé, en fait, de nombreuses interventions. On le voyait moins au début. Là, avec le recul, on a vu qu'on a fait beaucoup d'affaires. Qu'en reste-t-il? Ça, c'est une autre question qui va être intéressante d'explorer dans les prochains mois, les prochaines années. Mais on a vu, puis on voyait beaucoup d'interventions sur la ville, notamment sur les espaces publics, afin de maintenir la distance physique entre les personnes. Il y a eu d'importantes limitations des usages des espaces partagés, notamment, qui ont entraîné le confinement qu'on connaît, mais aussi du télétravail et la fermeture de commerces qui ont depuis réouvert, mais qui, pendant un certain temps, là, ont ouvert, ont fermé ou ont ouvert sans personne. Je pense au restaurant. Donc, ça aussi, ça a amené différentes pratiques de ces espaces-là. Mais pour l'ensemble de la population, l'ensemble de la population était appelée à passer, disons, beaucoup plus de temps dans son environnement résidentiel de proximité. Donc, soit on a été confinés, les gens ont vécu de façon un peu différente la proximité de leur quartier, la rue, les espaces publics, les parcs. Il y a eu beaucoup plus de fréquentation, en fait, des espaces de micro-proximité, si je peux dire. Dans ce contexte-là, il y a des villes, il y a des acteurs privés, il y a des acteurs aussi communautaires, puis il y a des citoyens aussi qui ont été sensibilisés aux usages puis aux représentations d'une expérience urbaine, disons, confinée ou confinée dans la proximité de son logement. Le confinement a donné lieu à l'élaboration de plusieurs projets urbains, d'idées tactiques, puis c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui, de prototypes qui étaient tantôt innovants ou tantôt extraordinaires. On mettait des services qu'on n'était pas habitué de voir dans certains espaces, par exemple, pour assurer la santé publique, pour fournir des services essentiels lorsque c'était le cas, favoriser des modes de vie plus sains, confinés à ne pas bouger chez soi. C'était une grande question qui revenait souvent. Là. Comment faire bouger les gens en maintenant la distance physique. Puis aussi, un gros morceau, maintenir les activités économiques. Donc, autrement dit, ces projets-là ou ces interventions-là étaient beaucoup intéressés à rendre la ville vivable dans une situation qui était par ailleurs difficile, avec la question de savoir aussi si cette situation-là serait dans la durée ou si, là, depuis, on a vu des confinements, des reconfinements. On est rendu à la 6e vague, mais à l'époque, là, on était
dans la première vague, hein, tu me corrigeras, Louis. Ensuite, il y a eu la deuxième, donc on a continué à accumuler des projets. Mais même nous, on se disait, bien, il faut les documenter parce que ça va être fini, puis on va ouvrir. Puis bon, on se rend compte que ça fait 2 ans qu'on est encore là-dedans. Et donc, on a mis en place le projet de veille. La pandémie et l'urbanisme, quand on s'y intéresse, on voit aussi que c'est une histoire assez liée. Les pandémies remettent en question de nombreux aspects dans les villes qui sont vulnérables à la propagation de virus ou de maladies infectieuses. On parle d'immeubles d'habitation jusqu'au commerce, restaurants, écoles, puis aussi des lieux publics, là, comme on l'a vu, des espaces publics, des parcs, des rues, etc. La COVID-19, en fait, a conduit plusieurs acteurs de l'urbanisme à sortir un peu des sentiers battus puis à reconsidérer des usages et des espaces urbains de manière temporaire ou plus permanente. Donc, on n'avait plus nécessairement la contrainte de dire c'est pas permis ou c'est permis sous quelles conditions. Ou là, on pouvait y aller, c'est temporaire. Ou on a tellement besoin, on peut occuper la voie publique, par exemple, de façon différente. Et donc, l'un des objectifs dans tout ça pour nous, c'était de saisir les innovations amenées par ces pratiques extraordinaires. Donc, on a créé une équipe de veille que vous avez vu la liste quand j'ai démarré la présentation. Notre but, ce n'était pas de viser l'exhaustivité, d'avoir tous les projets. La veille, on voulait plutôt documenter des contextes intéressants. On voulait documenter évidemment des innovations, donc des projets qui étaient trop simples ou trop attendus, on passait un peu à côté. On voulait aussi s'intéresser à la question de la réplication ou du transfert, en fait, le potentiel de transférabilité. Dans le cas qui nous intéressait, c'était Montréal, qui nous intéressait, ou le Québec en général. Est-ce que ces idées-là qu'on voit un peu partout, on peut les transposer ici? Et si on voulait le faire, quels sont les enjeux? Je vais y venir, là, mais des enjeux économiques, par exemple, ou des enjeux d'espace, par exemple. Donc, on a documenté, ça, c'est des images tirées du site Web où on voit les catégories. Je vais y revenir sur les catégories. Donc, c'était des initiatives relativement simples de projets plus ou moins importants. Plusieurs projets ont donc été documentés dans des fiches qu'on a créées, des fiches d'information et de description qui sont sur le site Web. Je vais vous en montrer tout de suite après. Il y a différentes sources qui ont été utilisées. Il faut vous rappeler qu'on n'avait pas des articles scientifiques, il n'y avait pas d'enquête, il n'y avait pas de données disponibles pour accéder à ces projets-là. Donc, on s'est rabattu sur des retours d'expérience de professionnels, par exemple, sur Internet. Des rapports ou des reportages de journalistes un peu partout dans le monde, sur des blogs, mais tous devaient être des auteurs identifiables. Là. Il fallait qu'on puisse avoir justement le contexte puis quelque chose de crédible, de solide. Mais tout ça pour dire, on est allé vraiment avec beaucoup de sources qu'on a pu, dans certains cas, croiser. Et donc, les projets qu'on a identifiés ont été regroupés en 8 catégories d'innovation. Donc, adapter la mobilité urbaine, faire évoluer l'usage des espaces, adapter l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs, renforcer l'accessibilité et la capacité des services de santé, soutenir des communautés vulnérables, poursuivre des activités ou des services à distance et évolution de la gouvernance et de l'action publique locale. Donc, si on s'intéresse d'un point de vue tactique ou d'un point de vue plus aménagement, il y a 4 catégories qui paraissent plus intéressantes. Là. Adapter la mobilité urbaine, faire évoluer l'usage des espaces, adapter l'aménagement des espaces extérieurs, puis la dernière catégorie, là, évolution de la gouvernance. Donc, là, je me répète un petit peu, c'est des projets rapidement développés dans l'obligation d'adapter la ville. Donc,
comment les différents projets ont-ils permis d'innover dans la planification et les actions sur la ville. Et donc, comment aussi est pris, ben, vous voyez un exemple de fiche là, ça c'est le projet des placotoirs pour sauver les commerces. Donc, on décrivait le contexte, l'environnement physique et fonctionnel, les acteurs et parties prenantes qui étaient dans le projet. Ensuite, on identifiait le caractère innovant, la pertinence pour le Québec et pour Montréal en particulier, si c'était le cas, possibilité de transfert. Et on faisait des analyses sur des questions de planification, donc tout ce qui était, comme je vous disais tout à l'heure, des enjeux sociaux, économiques, urbanistiques, politiques, environnement, de design. Donc, est-ce que ce projet-là, finalement, était compatible avec le contexte de Montréal? Les résultats, si on a un total de 94 projets qui ont été recensés, qui nous ont intéressés. Et pour les quatre catégories que je vous parlais, on en a 58, donc un petit 2 tiers. Mais on voit qu'il y a beaucoup de projets qui ont eu lieu sur les mobilités urbaines. Je vais y venir. 13 projets sur l'utilisation des espaces publics, l'aménagement des espaces extérieurs, une quinzaine, puis la gouvernance, 9. Donc, qu'est-ce que proposaient les projets qui étaient dans la catégorie mobilité urbaine? Ben, en gros, ces projets-là tentaient de libérer de l'espace, en fait, habituellement occupé par la voiture. Donc, ce n'était pas très innovant dans la mesure où ce n'était pas très compliqué. C'est comment dire, c'est des dispositifs qu'on connaissait très, très bien. C'est juste que là, on avait l'occasion de le faire puis de le tester sans trop déranger les automobilistes. Et donc, on avait des fermetures de rues à la circulation, détournement de la circulation des autos vers d'autres itinéraires, limitation des vitesses. On rabaissait la vitesse des voitures qui étaient plus compatibles, en fait, avec d'autres modes qu'on mettait dans les rues. Donc, principalement, les lieux visés, c'était des destinations commerciales, beaucoup, dans ces projets-là, ou des accès à des sites institutionnels, des parcs, des espaces verts ou bleus. Puis, qu'est-ce qui était mis en place, en fait? Ce n'était pas très compliqué. Là, c'était surtout des clôtures, des marquages au sol temporaires et autres dispositifs, entre guillemets, de circulation pour gérer la cohabitation entre les différents modes ou carrément enlever la voiture, comme je disais. C'était principalement ça qui était utilisé. Donc, on a l'exemple des slow streets à San Francisco, où finalement, on a revu en fait à la fois les vitesses et exclu des voitures de certaines voies d'un quartier au complet, mais dans un plan qui était assez bien planifié en fait, qui n'était pas compliqué, mais qui était assez bien fait. Puis là, j'ai en mémoire les grandes voies aussi qui avaient été aménagées pour le piéton et pour les vélos à New York. Donc, c'est des exemples de projets qui étaient assez simples à faire. D'autres projets ont donné lieu à davantage d'innovation, notamment en ce qui concerne le changement de statut de certains modes de déplacement plus actifs dans la ville. Donc là, il était question de mettre en œuvre plus la cohabitation, en fait, entre les différents modes. Et puis là, on avait la réquisition de grands espaces de stationnement qui étaient sous-utilisés même avant la pandémie, ou la réorientation du stationnement sur voirie. Donc, ces projets-là étaient des projets tactiques plus développés avec une réflexion sur la structure, sur les formes urbaines, sur les utilisateurs qui étaient sur place, mais aussi sur les temporalités. C'est-à-dire ce qu'on voulait tester, on voulait aussi peut-être le répliquer un été plus loin, en fait, ou après la pandémie. Donc, il y avait une notion de réplication. Les changements proposés utilisaient la pandémie comme une tactique, en fait, certains,
Et il pouvait être présenté aussi comme permanent dans certains cas et se rapporte à une logique beaucoup plus proche de la planification puis de la conception d'espace. On a l'exemple de Bruxelles avec sa Vélorussion, où on a imaginé des pistes sur des voies puis des grandes avenues, en fait, réservées au vélo avec vraiment avec une surveillance aussi que tous ces changements-là étaient bien respectés. Pour l'autre catégorie, modifier l'utilisation des espaces, eh bien là, on avait des projets qui visaient à développer des activités et des usages qui étaient non programmés ou non attendus dans certains espaces, que ce soit de la mobilité, du sport, des rassemblements, des bureaux de travail à l'extérieur. Donc là, on avait de la mise en œuvre de la connectivité et des connexions piétonnes avec d'autres usages. Ce n'était pas que piétonniser, mais c'était piétonniser vers des activités ou vers des destinations ou intégrer des usages dans les espaces piétonniers. L'utilisation d'activités temporaires, par exemple, sur des rues commerçantes. L'expansion des magasins, des restaurants, des services dans l'espace public. L'occupation des espaces de stationnement par des terrasses, des bancs, des bureaux, etc. Donc là, il y avait une multitude d'éléments de design et de dispositifs constructifs là, qui étaient mis en place. Et le souci, bien là, c'était de laisser une trace, en fait, de ces projets tactiques-là après la pandémie. C'était ça qui était mis de l'avant. Puis comme je disais, on verra s'il y a vraiment des suites à ça, mais on en voit. Par exemple, la multiplication des terrasses et des espaces piétonnisés. Il y a des exemples à Montréal, à Boston, on en a vu à Vancouver ou à North Vancouver aussi. Il y avait aussi d'autres projets qui visaient à insérer de nouvelles fonctions dans des bâtiments, dans des lieux construits, mais qui étaient disponibles, qui étaient sous-utilisés ou fermés carrément. Donc là, on a du logement qui a été ajouté à un centre d'achat, un centre commercial aux États-Unis, où on a des exemples de pièces supplémentaires, notamment des packages, là, des bureaux qui étaient vendus préfabriqués, qui pouvaient être ajoutés dans le jardin, dans la cour de logements ou de maisons. Et donc là, on se trouvait à transformer ou à insérer des nouveaux usages dans des bâtiments ou des lieux qui n'avaient pas été prévus pour ça à l'origine. Donc, on a plein de centres commerciaux au Québec qui vont plus ou moins bien à la grandeur de l'agglomération. Donc, ça nous semblait assez intéressant. La perspective du bureau faisait écho aussi au logement supplémentaire qu'on discute beaucoup dans les banlieues, mais bon, avec des enjeux notamment sur la réglementation qu'on a discuté dans les fiches, par exemple. Adapter l'aménagement extérieur des espaces extérieurs. Là, on est sur des processus de planification puis de normalisation qui ont été tactiquement remis en question. Donc là, il s'agissait de revoir en fait comment on pouvait réglementer ou comment on pouvait utiliser certains espaces extérieurs. Donc, pour soutenir des utilisations nouvelles ou renouvelées qu'on ne faisait plus dans certains espaces, reconsidérer des heures d'ouverture. C'était beaucoup le cas des parcs, par exemple, aux États-Unis qui ferment la nuit, puis aussi ici, qu'on allongeait en fait les heures d'ouverture, qu'on pouvait mettre en disponibilité des équipements ou des services qu'on ne faisait plus, comme les toilettes, par exemple. Aussi, c'était des projets qui passaient d'un design fonctionnel à un design utilitaire. Donc, la ville de Nantes, par exemple, a converti plein d'espaces puis plein de jardins qui étaient fleuris pour produire plutôt des légumes qui étaient redonnés à la population, par exemple. Même chose à Victoria, où on a utilisé les infrastructures de la ville pour préparer des semis pour le printemps, puis on a distribué à la population pour que les gens puissent cultiver au lieu de planter des fleurs. Et donc, on a de nombreuses utilisations et d'activités qui ont été reconsidérées
disons, en dehors de la boîte, une mauvaise, je ne sais pas, c'est une expression qui est en dehors de la boîte là, de la planification. Des sites fonctionnels ou ornementaux pardon, qui ont été revus tactiquement pour répondre à des besoins, comme je disais, que ce soit pour la socialisation, les achats, les repas, le travail et le sport. Donc là, d'autres exemples, des espaces publics qui ont été investis par des nouvelles collaborations aussi entre le public et le privé, avec une ouverture sur des usages qui étaient interdits, disons, en temps normal, comme des bureaux en libre service connectés à Montréal, des extensions puis des occupations jusqu'à la rue ou très, très proche de la circulation. Là, on le voit, on a l'autobus qui passe très, très proche des équipements qu'on a pu mettre en place. Et donc, en temps normal, on ne serait pas dans ce genre de configuration-là. Dernier point, changement dans la gouvernance de l'action publique locale. Bien, la pandémie, ça a peut-être ouvert la nature et l'intensité de certaines approches collaboratives qu'on avait pu voir dans certains projets. Ça a permis de tester des règles d'urbanisme, ça a permis d'encourager des efforts de solidarité entre des professionnels, des bénévoles, des citoyens, des Fab Labs, des livraisons volontaires. On a pu aussi changer la façon de travailler beaucoup. On a vu beaucoup de partage d'informations, en fait, dans ces projets-là qui étaient ouverts. Est-ce que c'était toujours le cas avant? Probablement dans certains cas, mais peut-être pas autant que ce qu'on a pu voir. Maintenant, perspective pour terminer. Les projets identifiés s'articulent autour d'une question fondamentale qui est celle de la valorisation de la proximité et de donner de l'espace, en fait, disponible à ceux qui en avaient un peu moins. Donc, la qualité des espaces publics, l'accessibilité des équipements et des espaces verts, la flexibilité du logement ou la flexibilité qu'on pouvait avoir dans le quartier en termes d'espace était importante. La densité d'occupation plutôt que la densité de logement était aussi très intéressante, très stimulante. La pandémie modifiera-t-elle les attentes et les aspirations des citoyens concernant leur cadre de vie? Je ne sais pas, mais comme je disais au tout début de la présentation, les gens ont été amenés à fréquenter beaucoup la proximité de leur logement. Est-ce qu'ils vont être plus exigeants pour les municipalités? Est-ce qu'ils vont être plus demandeurs ou plus critiques sur la qualité de leur quartier? Peut-être. Donc, est-ce qu'on verra dans les prochaines années? On verra bien et on va continuer évidemment à suivre ça. Ce qui est intéressant aussi dans un positionnement tactique, c'est de voir les villes, en fait. On a essayé un peu de théoriser tout ça, là, puis de se donner des axes d'analyse pour, bien évidemment, pour classer ces projets-là, mais aussi classer peut-être des stratégies pour faire face à la pandémie ou à d'autres événements comme on a connu. Donc, il y a un axe qui s'est concentré entre les villes qui ont été plutôt sur l'innovation ou des actions au niveau de politique versus des projets très, très concrets. On a un axe qui était finalement entre la proactivité puis la réactivité. Puis il y a aussi des villes où on a laissé faire les choses et où on a voulu peut-être instrumentaliser un peu ce qu'on faisait puis ce qu'on vivait. Et puis ben là, la prochaine étape, c'est de voir un peu sur ces axes-là où on peut positionner en fait différentes villes. Puis les prochaines étapes, puis ça, ce sera mon mot de la fin. On a identifié 5 agglomérations où on peut jouer finalement sur ces axes-là. Donc, San Francisco, où on avait une tactique vraiment de retour à la normale, on planifiait vraiment temporaire. On mettait des comptes, des clôtures, puis on déplaçait un peu les voitures, mais de façon très, très légère, en fait. Tel Aviv, on avait une tactique qui était vraiment orientée vers l'économie. Par exemple, on utilisait des hôtels, on croisait les besoins de la population, mais aussi les besoins des entrepreneurs puis des commerçants
pour pouvoir faire continuer à tourner l'économie. Lyon, là, on a été vraiment dans une perspective d'instrumentalisation. On a profité de la pandémie pour mettre de l'avant des projets qu'on avait déjà dans les tiroirs ou déjà réfléchis. Berlin, on est plus dans une tactique d'innovation, puis Montréal, ben, on est peut-être dans une tactique d'opportunité, puis là, ben, on est un peu rendu là à analyser ces différentes villes-là à travers le déconfinement. Donc, puisqu'on est en train de déconfiner. Donc voilà, ben, je vous remercie. Puis il nous reste un petit 5-6 minutes de questions ou commentaires si vous en avez. Oui. Les changements proposés utilisent la pandémie. Si on voit le cas de Lyon, ça semble être un peu exemplaire aussi. Est-ce que c'était tant une adaptation à la pandémie ou finalement plus une adaptation grâce à la pandémie, une adaptation à autre chose que la pandémie? Ben, c'est tout à fait ça. Là, on n'a pas analysé complètement encore ce qui s'est fait à Lyon, mais c'est ce qu'on semble voir. Les projets qui ont été mis en place, par exemple de pistes cyclables ou de piétonisation, c'était déjà des projets qu'on avait déjà réfléchis, qu'on avait déjà développés, en fait. Puis la pandémie ben, a peut-être permis d'aller plus rapidement ou de passer par-dessus certains acteurs ou peut-être, j'ose croire, de tester peut-être certaines étapes avant le projet final, mais clairement, ce qu'on a pu voir, ce qu'on analyse présentement pour Lyon, c'est un peu ça, en fait. C'est que la pandémie a servi d'élément déclencheur ou d'opportunité. Je ne sais pas si ça fait partie de votre réflexion éventuelle, mais est-ce que de juger si parmi les gestes qui ont été posés ou grâce aux gestes qui ont été posés, les villes qui ont posé ces gestes-là seront effectivement plus adaptées ou mieux adaptées à de futures pandémies, ou finalement, étant donné que ça touche à d'autres problèmes ou à d'autres objectifs, ben, ça ne change pas grand-chose par rapport à des problèmes spécifiques de pandémie. Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps ni les ressources pour répondre à une question très, très précise, mais ça pourrait faire l'objet d'un mémoire ou d'une thèse, là, parce que ça demande aussi du recul. Puis, je ne veux pas dire une autre pandémie, mais il faut avoir une profondeur d'analyse là, que pour l'instant, on a été beaucoup dans le descriptif, hein, Louis. On veut développer un peu plus avec les données qu'on a, le caractère un peu plus analytique, là, mais ça, c'est clairement une question, je pense, d'une recherche. Là. Mais oui, ça serait intéressant. Une autre question qui va peut-être porter plus sur le futur que sur le passé de votre recherche, mais est-ce que vous avez l'intention éventuellement de faire un suivi sur les forces d'inertie, c'est-à-dire que le retour à la normale va faire émerger éventuellement, c'est-à-dire qu'on s'est adapté à une pandémie, il y a certaines choses qui étaient vraiment des obligations d'adaptation temporaire, puis aussitôt que les obligations sont levées, on voit que les comportements précédents reviennent très rapidement. Dans d'autres cas, ben, ça revient beaucoup moins rapidement. Notamment, la congestion sur les routes est revenue à peu près instantanément du moment où on a eu le droit de conduire des voitures, on les a conduites. Mais l'achalandage en transport en commun est beaucoup plus lent à revenir pour toutes sortes de raisons. Je ne sais pas si dans les projets que vous avez, c'est des projets qui ont des effets de permanence, mais d'autres qui vont revenir plus rapidement à la normale, ou si des villes vont avoir eu des expériences plus permanentes de transformation, alors que d'autres vont revenir très rapidement à la normale. Je ne sais pas si vous avez une intention de mesurer ces effets-là d'inertie ou de retour à la normale. Ben, par rapport aux villes, c'est un peu ça notre objectif, c'est-à-dire de prendre des villes qui ont été assez différentes dans leur stratégie, puis déjà dans le type de projet, ou déjà entre les confinements. Il y en a qui rouvraient tous, puis ils refermaient tout après. Donc, on peut déduire que celles qui ouvraient toutes après vont vouloir ouvrir et revenir complètement à la normale. Donc, c'est un peu ça la logique de prendre des métropoles différentes. Sur la question des projets, ben, c'est super intéressant.
on voit que certains projets, puis tu le dis, là, les gens sont revenus rapidement en auto. Est-ce qu'ils sont revenus parce qu'ils voulaient tellement prendre leur voiture ou parce qu'ils ont peur de prendre le transport en commun? Ça, c'est une question qui est intéressante, mais probablement qu'il y a des projets ou des initiatives qui vont qui vont peut-être laisser plus de traces. Je pense à celles qui peuvent créer de la richesse, là, ou les commerçants, par exemple, qui ont pu trouver un avantage à utiliser l'espace différemment, qui ont pu avoir de nouveaux clients ou plus d'activités, j'imagine qu'ils vont aller faire aussi des demandes à la ville, puis qu'ils vont vouloir peut-être continuer comme ça. Donc, probablement qu'il y a des types de projets où c'est facile d'enlever une clôture puis de remettre des voitures. Puis il y a d'autres projets où les commerçants peuvent trouver intérêt, puis la ville, évidemment. Puis des projets qui ont créé peut-être plus d'espaces verts ou qui ont animé les espaces publics. On peut penser qu'ils vont peut-être avoir plus d'impact, plus de plus-value. Mais je pense que c'est à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, là, mais c'est un bon point de voir comment. Au début, on se disait on va essayer de voir comment ces projets-là ont évolué, mais je pense qu'on peut ouvrir ça un peu plus large, puis voir comment ces initiatives-là ont pu mener à, à des évolutions plus larges là, sur la ville. Je ne sais pas si ça répond. Ouais.